Bonjour, nous voici au début de notre deuxième épisode concernant la lagune de Thau, enjeux et éventuelles zones d'ombre de ce qui ressemble fort à une guerre de l'eau. Lors de cet épisode sur la diapositive suivante, une première étude préliminaire du BRGM avait permis en juin 2019 de faire une synthèse préliminaire de cet axe essentiel de l'impluvium avique qui va du causse d'Omla-Mour au nord, jusqu'à la source Covy de la zone thermale de Balaruc en passant par la Veine et la source d'Isanka. Sur la diapositive suivante, l'étude des motos dont les résultats viennent d'être publiés confirme que cet impluvium avique est également présent en zone souterraine et que la Veine reste en souterrain aussi, le vecteur hydraulique principal des eaux du pli karstique ouest, en partant du nord de sa résurgence sur la commune de Cournon-Sec pour se diriger vers la source d'Isanka, puis le gouffre de la Vise et continuer sa route vers la source Covy et la ville de Sète. Sur la diapositive suivante, nous découvrons qu'en réalité, un certain nombre de points étaient connus depuis très longtemps, puisque ce schéma remonte à 1990, d'après le CERGA, et nous voyons à droite le trop-plein de la résurgence de la Veine et ses relations en allant plus au sud vers la source d'Isanka, puis le gouffre de la Vise. Et c'est ce que nous allons étudier plus en avant avec la diapositive suivante. En réalité, dès 1998, c'est à la demande des ministères que le BRGM avait fait une étude nationale des aquifères côtiers pour étudier la difficulté d'analyse et de gestion de ce qu'on appelle le biseau salé, c'est-à-dire l'interface théorique entre la masse d'eau douce et la masse d'eau salée, avec les difficultés que cela peut entraîner en termes de gestion des pompages. Sur la diapositive suivante maintenant, si l'on savait depuis longtemps le rôle essentiel de la Veine dans la régulation des échanges au niveau du gouffre de la Vise en pleine lagune de Thau, pour autant, les raisonnements se fondaient essentiellement sur ce que l'on voyait de ces eaux de surface. L'intérêt de l'étude des motos est de démontrer le rôle majeur des courants souterrains qui amènent donc à repenser les postulats de base, qu'il s'agisse d'intrusions salées ou de pollutions diverses. Et c'est à l'occasion de pollutions massives du champ captant d'Isanka, les 7 et 8 décembre 1998, que le BRGM va faire une étude un peu plus poussée sur l'origine de ces pollutions. Vous voyez en bas de diapositive les références de ce rapport de 1999. Sur la diapositive suivante maintenant, les résultats récents de l'étude des motos le démontrent. C'est bien la veine souterraine qui est, comme pour la Vise, la principale alimentation en eau du champ captant d'Isanka, et non pas les nappes souterraines de la Gardiole, plus au sud-est. Il est important de savoir que cette dite source d'Isanka est ou était une des principales ressources en eau potable de la ville de Sète, peut-être au détriment d'une certaine dépendance des Sétois à l'égard des Montbazinois. Les 7 et 8 septembre 1998, d'importantes pollutions sont provoquées par un épisode méditerranéen. En effet, il se produit des débordements des assainissements d'amont. L'eau devient trouble à Isanka et son analyse montre la présence massive de colibacilles et de streptocoques fécaux. Les conclusions de ce rapport BRGM de 1999 sont claires. Les eaux captées au niveau de la résurgence de la Veine sur Cournon-Sec sont canalisées depuis leur captage et doivent rester intégralement canalisées depuis ce captage d'amont, de manière à préserver la qualité des eaux dont les pollutions sont attribuées principalement aux eaux de surface. Sur la diapositive suivante. Mais peut-on empêcher les épisodes méditerranéens qui sont indomptables, surtout lors des retombées orageuses d'automne? L'eau dicte sa loi. Ici, c'est dans la nuit du 12 au 13 mars 2022 qu'un homme tombe dans la Veine en crue et se retrouve à proximité d'Isanka. Alors, si un homme passe, que dire des microbes? Et sur cette photo de la Veine en crue traversant mon bassin, que voit-on? La couleur est impressionnante, n'y a-t-il que de la boue? Diapositive suivante.
Plus en amont, c'est un autre épisode méditerranéen qui avait déjà, le 23 octobre 2019, provoqué d'importantes inondations de l'avenue de Villeveyrac à Montbazin et à cette occasion fait déborder les réseaux d'eau usée, notamment au niveau du point noir de l'avaloir du 130 avenue de Villeveyrac, lequel est obstrué par des canalisations d'eau usée. C'était pourtant le projet prioritaire Mont-1 du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de février 2019. Passé aux oubliettes? Et pourquoi? En bas à gauche, on voit les eaux arriver par un ancien passage piéton décaissé entre les maisons 140 et 130. Et à droite, une fois les eaux retirées, il est plus évident de montrer l'existence de ces canalisations d'eau usée gênant l'écoulement des eaux sous l'avaloir. Les documents de la diapositive suivante permettent de démontrer que les choses étaient parfaitement connues depuis 2016 lors de l'élaboration des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales. En haut à gauche, en orange, le point prioritaire Mont-1 de l'avenue de Villeveyrac au niveau de l'avaloir, avaloir lequel n'était ni autorisé, ni déclaré, ni même inventorié. En bas à droite, l'obstruction par les canalisations d'eau usée qui sont citées dans le texte du principe en bas et à gauche. Il s'agissait bien de sortir de l'emprise des collecteurs d'eau usée gênant le libre écoulement des eaux. Et à ce jour, en 2024, rien n'a été fait. Pourquoi? Diapositive suivante maintenant. Alors, une question s'impose d'évidence. Où vont toutes ces eaux après avoir traversé discrètement sous la chaussée par une buse que seuls les chats connaissaient? Eh bien, elles vont dans le lit de la Veine en contrebas. Et d'où viennent ces eaux? De partout. De toutes les terres d'amont correspondant au ruissellement des contreforts du pli karstique ouest descendant vers Montbazin. Ce pli karstique dominé par Antonègre de l'Amour, à 193 mètres d'altitude. Et de toutes ces terres agricoles qu'il fallait drainer si l'on voulait construire de part et d'autre du contournement ouest de Montbazin. Mais est-ce bien cohérent s'il fallait les drainer? Pourquoi alors avoir mis un réseau d'irrigation agricole en pleine pente vers le village? Et semble-t-il sans filtration des eaux agricoles, ni la moindre étude préalable d'impact environnemental. Alors, que faire des produits agricoles? Ont-ils été analysés? Et puis, pourquoi ces inondations par ruissellement urbain ne sont jamais mentionnées par le plan local d'urbanisme? Connais pas? Diapositive suivante. Alors, tant qu'à faire, puisqu'il s'agissait du chemin des pioches passant invisible derrière les maisons, pourquoi ne pas y mettre d'autres eaux, toutes les eaux passant dans le quartier? Après le réseau d'irrigation, les eaux de piscine des maisons, nouvelles, anciennes, leurs écoulements d'hiver, les eaux autrefois déversées dans le fossé nord de l'avenue, dont les buses ont disparu. Ah, les racines des platanes bloquaient parfois les eaux. Trop, c'est trop, la montée en charge des eaux fit déborder le poteau rose. On tenta bien de dévier les eaux d'amont vers le nord, en les envoyant vers le Camille d'Antonègre et le chemin des Chèvres. Que de camionnés de terres en vain, aussitôt ravinés par les eaux, et courant toujours, mais où? Toujours vers la Veine en contrebas. Diapositive suivante. Alors, si les eaux, toutes les eaux, courent vers le lit de la Veine en contrebas, n'en est-il pas de même pour les eaux usées, qui elles aussi exigent de la pente et pourraient bénéficier de cette pente de l'impluvium avique du Causse d'Omla vers Isanka? Effectivement, les canalisations d'eau usée passent bien dans le lit de la Veine et elles doivent rejoindre, plus en contrebas, mais toujours en amont de la station d'Isanka, la station d'épuration de Montbazin, que nous voyons sur la petite diapositive en bas à droite. Avant de regarder les preuves de la présence de ces canalisations d'eau usée dans le lit de la Veine, ces nouvelles vues du ciel par Google Maps nous amènent à une autre zone d'intérêt
pour Montbazin, le point noir de l'embâcle de l'ancienne voie ferrée enjambant la Veine légèrement au nord du moulin de Juffette. À ce niveau, on ne peut que constater d'importants remaniements géophysiques ne permettant que de construire des hypothèses de travail représentées par des points d'interrogation. L'hypothèse la plus probable est que les canalisations d'eau usée quittent le lit de la Veine à ce niveau en passant sous l'ouvrage de la voie ferrée en direction de la station d'épuration par des trajets encore non précisés officiellement, mais qui tous nécessitent la présence de pompes de relevage pour en assurer le fonctionnement régulier, quel que soit le niveau des eaux. Diapositive suivante maintenant. Alors oui, bien sûr, le lit de la Veine était l'emplacement idéal pour enfouir les canalisations en tout genre. Canalisations d'eau pluviale, bien sûr, avec tout ce qu'elles peuvent emporter, parlons plutôt d'eau de surface, mais également les eaux usées. Si à gauche, dans ce mur intact, nous pouvons apercevoir effectivement une sortie d'eau probablement de surface, à droite, ce n'est pas la canalisation grise qu'il faut regarder dans cette brèche du mur de la Veine, mais en dessous de la borne de chantier rouge, cette plaque d'égout horizontale qui se situe à la droite immédiate de cette grosse canalisation. Et là, il s'agit effectivement d'eau usée, d'une bouche d'égout, un regard en tout cas. Pour mieux se situer, nous sommes en amont à droite, à proximité du jardin méditerranéen et en contrebas de la place du marché. À gauche, nous sommes plus bas et nous avons poursuivi le lit de la Veine en direction de la lagune de Thau et nous nous situons à l'arrière des terrains des maisons longeant la place de l'église à Montbazin. Il est important de préciser que ces maisons sont dans l'alignement de la rue de la Carriérasse qui dévale avec ses eaux depuis les hauts de Montbazin, centre-ville. À ce jour, les pompes de relevage sont de notoriété publique mais sans preuve affirmée, mais l'enquête se poursuit. Enfin, pour conclure sur une note de joie et de convivialité, nous voici le 25 juin 2022. C'est l'inauguration du moulin de Juffette pour la journée du patrimoine et ce moulin produit ses premières farines. Pour célébrer l'événement, tous sont là ou presque. Du forum de Montbazin, qui soutenait la rénovation, à nos élus, locaux et départementaux, nos représentants pour la défense de l'environnement, la transition écologique, l'agriculture, la pêche, la conchyliculture, sans oublier la Chambre d'agriculture et la Commission locale de l'eau. Un grand merci à tous ceux qui défendent nos intérêts. Et à très bientôt pour notre 3e épisode, si vous le voulez bien.